Vous arrivez à voir les plaques? Oui, professeur. Ok, parfait. Alors, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, nous allons voir donc un cours sur les pathologies endocriniennes, donc l'hirsutisme. La dernière fois, on a vu ensemble un cours sur la diabétologie, donc les complications métaboliques aiguës liées au diabète. Aujourd'hui, nous allons parler surtout de l'hirsutisme, une pathologie endocrinienne qui touche principalement la femme. Avant de rentrer dans le détail de ce cours, et comme à l'habitude, on va fixer les objectifs. Alors, parmi les objectifs qu'on voudrait atteindre à la fin de ce cours, il en existe trois. Tout d'abord, il faut que vous sachiez définir l'hirsutisme. Ensuite, connaître quelques pathologies les plus fréquentes responsables de cet hirsutisme. Et le dernier objectif, c'est de savoir décrire quels sont les principes de la prise en charge de l'hirsutisme. Dans le chapitre introduction et définition, sachez que ce problème touche environ 10% des femmes en âge de procréer. C'est un problème qui est vu différemment selon les pays, selon les ethnicités, selon les sociétés. Certaines sociétés qui considèrent l'hirsutisme comme étant un phénomène physiologique et d'autres qui le considèrent un problème, un véritable problème qui parfois a des conséquences non seulement physiques, mais aussi psychiques, parce que l'hirsutisme a un impact esthétique important chez ce type, c'est chez les femmes, surtout en âge de procréer. Par définition, retenez que l'hirsutisme est une poussée excessive de poils terminaux chez les femmes ou des enfants selon un modèle de topographie masculine adulte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un développement de poils de façon exagérée ou excessive dans des zones qui normalement se voient surtout chez l'adulte de sexe masculin, alors que ce phénomène-là touche paradoxalement soit les femmes ou les enfants. Par poil, non, attendez. Alors, par poils terminaux, on désigne les poils épais, pigmentés, typiques du cuir chevelu et des zones dépendantes des androgènes, comme par exemple les régions axillaires et pubiennes dans les deux sexes, de même que la barbe, le tronc et les membres chez les hommes. Donc, à chaque fois que vous avez un développement plus important de ces poils terminaux au niveau des zones qu'on vient de voir ensemble chez la femme ou l'enfant, il faut considérer le diagnostic de l'hirsutisme. Alors, la pathogénie, pourquoi on a un hirsutisme chez les femmes? Parce que tout simplement, c'est lié à une hyperandrogénie. Et l'hyperandrogénie est la conséquence d'une hypersécrétion qui se fait au niveau des ovaires, principalement, donc par augmentation de la synthèse de la testostérone, mais aussi parfois par l'augmentation de la synthèse de la DHEAS ou l'androsténodione surrénalienne. Ça, c'est le mécanisme le plus important. Deuxième mécanisme, c'est parfois il y a une hypersensibilité au niveau des poils ou au niveau de la peau aux androgènes. Cette hypersensibilité est expliquée par une augmentation de l'activité de la 5-alpha réductase. Donc, ce qui rend la peau ou les poils plutôt sensibles à l'action de l'androgène, même s'ils sont sécrétés de façon normale. Et donc, ça va augmenter le développement de ce poil et entraîner en finalité l'apparition de l'hirsutisme. Autre point physiologique, c'est
Ce sont les ovaires. 25% de la testostérone plasmatique chez la femme provient des ovaires, donc sont sécrétés par les ovaires. Le reste, il est sécrété par les deux organes, ovaires, surrénal, par l'intermédiaire d'une molécule, l'androsténodione, qui est sécrétée à la fois au niveau des surrénales et au niveau des ovaires. Cette androsténodione va se transformer en finalité en testostérone. La troisième source de testostérone chez la femme, c'est la glande surrénale qui va sécréter le sulfate de dihydrohypandrostérone, plus connu sous l'acronyme DHEAS. Sachez que la sécrétion du sulfate de dihydroandrostérone est exclusivement surrénalienne. Comment fait-on le diagnostic positif? En fait, il est très simple. D'ailleurs, la patiente elle-même va venir vous consulter et vous dire qu'elle a constaté le développement anormal de poils au niveau des zones qui, normalement, ne sont pas sièges de poils pareils. Par exemple, un développement plus important de la barbe chez la femme, la moustache, le développement de poils au niveau de la poitrine, au niveau des jambes, au niveau des aréoles, au niveau de la ligne blanche, les fesses, le sacrum, l'intérieur des cuisses et les organes génitaux. Deuxième constatation dans votre diagnostic positif, vous pouvez retrouver chez cette femme des signes d'hyperandrogénie avec une hypertrophie du clitoris. Le diagnostic, il est simple, il se fait d'emblée à l'examen clinique, juste à l'inspection et à l'examen, à l'inspection. Dès que vous posez le diagnostic d'urcitine, vous allez évaluer la sévérité de ce dernier. Cette sévérité est évaluée sur la présence de ces paramètres qu'on va voir ensemble. Tout d'abord, il existe une échelle d'évaluation, c'est ce qu'on appelle l'échelle de Ferryman-Gallwey. Alors, cette échelle de Ferryman-Gallwey, elle permet de scorer l'importance ou l'intensité de la pilosité au niveau de 9 zones. Ces 9 zones-là sont celles que vous voyez sur la vidéo. Donc, si le score il est de 0 quand il n'y a pas de pilosité, il est de 4 quand la pilosité elle est importante, ce qu'on appelle une pilosité virile. Et ce score-là, quand il est inférieur à 2 points chez les Asiatiques, il est considéré comme normal. Chez les autres races, quand il est inférieur à 6, il est considéré normal. Par contre, quand il dépasse les 15 points, c'est un hirsutisme important. Cet hirsutisme important, donc avec un score supérieur à 15, associé à d'autres éléments, par exemple, une hypertrophie du larynx, qui donne la voix grave chez la femme, l'hypertrophie clitoridienne, l'atrophie mammaire, l'alopécie androgénique, le développement de masse musculaire au dépend du tissu adipeux, toujours chez cette femme, la modification du comportement sexuel, la présence d'une aménorrhée, tous ces éléments-là, ce sont des éléments de sévérité liés à l'hirsutisme. Il existe quelques diagnostics différentiels par rapport à l'hirsutisme. Le plus important est l'hypertrichose, l'anigo, et le duvet. L'hypertrichose est définie par une poussée excessive de poils sur n'importe quelle partie du corps, au-delà du normalement supposé dans le groupe démographique auquel appartient le patient. Alors, vous savez tous qu'il y a des différences ethniques, il y a des différences dans les races, et certaines races d'êtres humains qui sont caractérisées par une pilosité plus importante que d'autres. Cette hypertrophie pilositaire n'est pas pathologique dans tous les cas. Par exemple, l'hypertrichose, c'est pas un développement pilositaire pathologique, contrairement à l'hirsutisme. Deuxième diagnostic
différentiel qui touche en particulier le nouveau-né, pardon, c'est le lanigo. Le lanigo, c'est des poils, vous voyez ici sur la photo, c'est des poils lents et fins, poussant in vitro, qui parfois couvrent totalement le fœtus et qui normalement va disparaître au fur et à mesure. Donc, ces poils vont chuter et dans les premières disparaître de façon physique. Le duvet, par contre, c'est des poils qui sont courts ou faiblement pigmentés et qui couvrent souvent la partie supérieure de la lèvre, plutôt la partie supérieure de la lèvre supérieure, notamment chez les femmes. Donc c'est ce qu'on appelle le duvet. Une fois donc écarté ces diagnostics différentiels et retenu le diagnostic d'hirsutisme, vous allez démarrer une enquête étiologique. Dans cette enquête étiologique, vous allez rechercher à l'interrogatoire la date de début de l'excès de pilosité et surtout son évolutivité dans le temps et sa relation avec les cycles menstruels. Donc, on recherche la date de ménarchie, la régularité des cycles, la présence de alors, mais j'arrive pas à contrôler le. Vous arrivez à suivre, c'est bon? Allô, allô? Allô? Oui, docteur. D'accord. Donc, je vous ai dit, donc, vous allez, après le diagnostic positif et après avoir écarté les diagnostics différentiels qui ne sont pas très nombreux, vous allez entamer une démarche diagnostique. Dans l'interrogatoire, on va rechercher la date de début de l'excès de la pilosité et son évolutivité dans le temps, la relation avec les cycles menstruels, la présence, par exemple, de douleurs prémenstruelles, des antécédents familiaux d'hirsutisme, en particulier aussi des antécédents d'origine méditerranéenne, la notion d'hyperplasie surrénalienne dans la famille ou des dystrophies ovariennes, et enfin, ne pas oublier de faire une étude de la courbe de température chez cette femme présentant un hirsutisme. Rechercher dans la même occasion la notion de prise médicamenteuse, en particulier les androgènes, et parfois qui sont cachés, par exemple les produits anabolisants contiennent des androgènes, donc ils peuvent être responsables d'hirsutisme, et certains médicaments psychotropes peuvent eux aussi entraîner de l'hirsutisme. Après l'interrogatoire, votre examen clinique en ayant l'objectif d'évaluer la sévérité de l'hirsutisme, l'existence de signes de virilisme, par exemple la présence d'une voix grave chez une femme, une hypertrophie musculaire, une hypertrophie clitoridienne, l'existence de signes éventuels d'accompagnement, l'hyperséborrhée, l'acné, qui peut orienter vers un état d'hyperandrogynie. Votre examen gynécologique doit se faire pour rechercher ou pour palper les ovaires et rechercher l'éventualité de gros ovaires. La présence d'une hypertension artérielle peut orienter chez cette femme vers une hypertrophie surrénalienne par un déficit en 11-alpha-hydroxylase. L'existence de troubles visuels avec anomalie du champ visuel en rapport avec une acromégalie, une dystéroïdie peut orienter elle aussi vers l'existence d'une tumeur hypophysaire. Enfin, dans votre examen clinique, ne pas oublier de peser la malade, d'évaluer ou de calculer son IMC à la recherche d'une obésité, de rechercher d'autres facteurs de risque associés à l'obésité, un diabète, la présence de vergetures. Tout ceci peut vous orienter vers la possibilité d'un syndrome de Cushing chez cette patiente. Comment s'orienter face à ces éléments-là?
donc l'interrogatoire et l'examen clinique, généralement, quand la femme vous rapporte l'installation récente et très importante, donc de façon explosive, de cette hyperpilosité ou de cette hirsutisme, le plus souvent, ce tableau oriente vers une cause humorale. Par contre, quand l'hirsutisme s'installe à la puberté associée à des troubles du cycle menstruel avec la présence à l'examen clinique de gros ovaires, ceci vous orientera vers une dystrophie ovarienne très probable. C'est le syndrome des ovaires polykystiques. Le diagnostic, il est facilement fait par l'échographie. Un hirsutisme qui est ancien, important, associé ou non à des signes de virilisme, chez une femme au morphotype particulier, c'est-à-dire petite de taille, trapue, avec un poids pas très important, et surtout la présence d'antécédents familiaux, pareil, et une ménarchie qui est retardée, ces éléments-là peuvent vous orienter vers l'existence d'un bloc enzymatique. Enfin, le quatrième tableau clinique, hirsutisme ancien, généralisé, chez une femme d'origine méditerranéenne, aux antécédents familiaux pareils, ceci oriente vers l'hirsutisme idiopathique qui est la cause la plus fréquente d'hirsutisme, notamment chez les femmes d'origine méditerranéenne. Dans l'enquête étiologique, vous allez, après avoir examiné, après avoir eu une orientation selon le tableau, faire des analyses biologiques. D'abord, la température de façon systématique. On dose la testostérone, rappelez-vous, c'est l'hormone principale de cet hirsutisme. La testostérone plasmatique, elle est libre et totale, donc vous dosez les deux fractions. Et en plus, vous allez doser la delta 4 androsténédione et le 17 hydroxyprogestérone. Attention, ce dosage-là se fait en début de cycle, entre le 5e et le 8e jour environ, sans oublier d'arrêter la contraception orale pendant les 2 à 3 cycles précédents cet examen. Entre parenthèses, l'arrêt du contraceptif n'est pas nécessaire s'il y a suspicion d'une cause tumorale. Donc, il faut faire le prélèvement, quel que soit le statut de la patiente, c'est-à-dire soit elle le prend ou elle ne le prend pas, faites le dosage même quand il y a une forte suspicion d'une origine tumorale. Les autres examens biologiques à faire en deuxième intention, c'est-à-dire après ces deux premiers, c'est le dosage de la prolactine, de la FSH, le follicle stimulating hormone, et la LH, le thyroïde hormone, et le sulfate de 2-HEA quand vous suspectez une hypersécrétion au niveau surrénalien pur. Alors, voici un petit peu l'orientation étiologique du dosage de la testostérone, l'hormone principale et la cause de cet hirsutisme. Quand vous avez un taux de testostérone supérieur ou égal à 1,5 nanomol par litre, il s'agirait probablement d'une tumeur ou d'une hypertécose ovarienne ou une hyperplasie surrénalienne. Quand le taux de testostérone est situé entre 0,8 à 1,5 nanomol par litre, le plus souvent, c'est une dystrophie ovarienne. Enfin, le testostérone est normal, donc c'est pas essayer de retenir ce tableau. En fonction du taux de testostérone, vous allez discuter certaines étiologies. Par exemple, ici, il suffit de faire une échographie pour confirmer la dystrophie ovarienne. Par contre, quand c'est très élevé, là, vous êtes obligé de passer par l'échographie, par le scanner, voire l'IRM pour vérifier l'absence ou l'existence d'une tumeur ou d'une hypertécose ovarienne ou une hyperplasie surrénalienne. Cette étape
En fait, est le travail du spécialiste. On vous demande, dès que vous avez cette suspicion, vous allez orienter le reste de la prise en charge à l'endocrinologue. Et la prise en charge de l'endocrinologue, son objectif principal, c'est de déterminer de façon exacte la cause de cette hirsutisme et de proposer un traitement pour ces derniers. L'hirsutisme d'origine tumorale. Donc, quand l'hirsutisme est en rapport avec une tumeur, soit ovarienne ou surrénalienne. Dans ce cas-là, on l'a dit, le taux de testostérone est supérieur ou égal à 1,5 nanomol par litre. Les principales tumeurs qui sont à l'origine, soit surrénaliennes ou ovariennes. Quand le taux de la DHEA est très important, ceci vous oriente d'emblée vers une tumeur surrénalienne, puisque, rappelez-vous, la DHEA est sécrétée exclusivement dans les surrénaliennes. Si le taux de DHEA est très élevé, la tumeur est surrénalienne, donc je fais mon exploration et j'oriente l'exploration rénale et surrénalienne souhaitable, voire une TDM et souhaitable. Quand la DHEA n'est pas aussi élevée que la testostérone, là, il s'agirait probablement d'une tumeur ovarienne. De la même façon, je vais orienter mes explorations vers les ovaires, une échographie pelvienne, suspubienne plutôt et endovaginale, avec le plus souvent une TDM et surtout une IRM pelvienne pour confirmer la présence de cette tumeur ovarienne. Le traitement, c'est une exérèse chirurgicale dans tous les cas. Et l'origine tumorale. Ensuite, deuxième cause, l'hirsutisme par hypertécose ovarienne. Le taux de testostérone, dans ce cas aussi, il est élevé, supérieur à 1,5 nanomol par litre. C'est quoi cette hypertécose ovarienne? C'est une hyperplasie du stroma ovarien qui va entraîner une sécrétion accrue d'androgènes et donc de testostérone et de delta-4 androsténodiol. Cette sécrétion, elle est freinée par la prise d'œstroprogestatifs. Néanmoins, il existe souvent une hyperinsulinisme associée, voire parfois la présence d'acanthosis nigricans chez ces personnes. Quand vous suspectez l'hypertrécose, la prise en charge est confiée d'emblée à un spécialiste. Hyperplasie surrénalienne hydroxylase ou bloc de la 11 hydroxylase, mais les plus souvent c'est la 21 hydroxylase qui est bloquée. Chez ces personnes-là, quand il y a un blocage de cette enzyme, ils vont avoir un morphotype bien particulier. La femme, elle est de petite taille, trapue, présentant une hypertrophie musculaire, une hypertrophie clitoridienne contrastant avec une hypertrophie mammaire, donc les seins sont moins développés, et surtout, vous allez retrouver chez ces femmes-là des antécédents de cas pareils dans la famille. La révélation de l'hyperplasie surrénalienne par bloc enzymatique, elle peut être tardive, c'est vrai que c'est rare, mais elle peut être tardive quand il s'agit d'un bloc incomplet, et dans ce cas-là, il n'y a pas de trouble des règles associées. Dans la biologie, vous allez retrouver un taux de testostérone élevé, supérieur ou égal à 1,5 nanomol par litre. La cortisolémie, elle est basse, puisqu'il y a un blocage de la 21 hydroxylase, mais parfois, quand le bloc il est incomplet, elle peut être normale. Le taux d'ACTH est abaissé ou normal. Le taux de 17 hydroxyprogestérone, modérément élevé de base, mais qui va augmenter après la prise d'ACTH. Ça veut dire qu'il y a une stimulation avec l'ACTH. Le traitement en cas de bloc enzymatique, c'est la substitution de cortisone 20 mg par jour par os en association avec de l'acétate de cyprotérone, l'androcure et l'ostradiol. L'objectif, c'est de faire baisser le poids de ces patients et on peut associer à ce traitement hormonal une épilation
électrique d'ordre esthétique. Autre cause d'hirsutisme, le syndrome des ovaires polykystiques. Alors, sachez que cette cause, elle est la plus fréquente parmi les causes qu'on vient de voir. Et souvent, le syndrome des ovaires polykystiques s'associe à un état d'hyperandrogynie. Qu'est-ce qui caractérise l'hirsutisme dans cette pathologie? C'est un hirsutisme qui apparaît le plus souvent à la puberté et qui est associé à des troubles du cycle menstruel, aménorrhée, spanioménorrhée, avec parfois une surcharge pondérale, voire obésité, une dyslipidémie, la présence d'une acné, donc une hyperséborrhée, et un acanthosis nigricans. C'est ce que vous voyez sur la photo, cet aspect grisâtre au niveau du cou, au niveau des régions axillaires et au niveau de la face antérieure du cou. Donc la spanioménorrhée, donc l'allongement du cycle menstruel peut aller jusqu'à 35 jours, voire parfois des oligoménorrhées, donc des règles moins abondantes, et parfois, dans certaines situations, une infertilité. Les ovaires, elles peuvent être de volume normal, peuvent être de volume normal augmenté. À la biologie, vous avez un taux de testostérone qui est situé entre 0,8 et 1,5 nanomol par litre. Le taux de la delta-4 androsténoïdione élevé, supérieur à 2,5 nanogrammes par ml. Le taux de LH, 2 à 3 fois plus important que le taux de FSH, avec une réponse exclusive à la LH. Donc, est conservé. Qu'est-ce qu'on donne comme traitement chez ces personnes-là? On peut mettre de l'acétate de cyprotérone, l'androcure, du 5e au 25e jour du cycle, associé à de l'estradiol percutané, donc l'œstrogène en local, pendant les 21 jours du cycle. Le 21e jour du cycle. Enfin, la dernière cause qu'on vient de voir, vous allez retenir l'hirsutisme idiopathique. L'hirsutisme idiopathique, souvent, il est ancien. Il n'y a pas de signe de virilisme, ça c'est très important chez ces personnes-là. Il n'y a pas de voix rauque, il n'y a pas d'hypertrophie litoridienne, il n'y a pas d'hypertrophie des seins, etc. Il n'y a pas de trouble des règles. Et souvent, vous allez retrouver des cas pareils, c'est-à-dire cette femme, elle a des sœurs qui ont la même pilosité, etc. Et généralement, cet hirsutisme idiopathique se voit surtout dans les pays du pourtour méditerranéen, comme par exemple l'Algérie. Et le point encore le plus important, c'est que le taux de testostérone dans l'hirsutisme idiopathique, il est strictement normal. Et le traitement dans ce cas-là, il est purement esthétique, donc c'est l'épilation avec tous les modes d'épilation hormonale, comme celui qu'on vient de voir tout à l'heure dans le syndrome Alors, si vous avez des questions plus
Pas de son. Non. Allô? Allô, allô? Allô, oui, professeur, on voit pas l'écran. Euh, pour l'écran, c'est bon. On vous entend pas, professeur. Allô? Vous avez vu la dernière plaque? Allô, allô? Plaque. Allô? Est-ce que vous arrivez à voir maintenant? Oui, Allô? professeur, j'ai un problème de connexion. Possible. Mais bon, c'était la dernière plaque, hein. Je vais vous écrire par message. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous ai dit pour le taux normal, c'est inférieur à 0,8, mais vous revoyez le tableau que je vous ai donné tout à l'heure. Attendez, je vais vous remettre les tableaux. Voilà. Inférieur à 0,8.